Bonjour à tous. Les robots sont de plus en plus présents dans nos vies. Ils conduisent nos voitures, ils gèrent notre argent et ils fabriquent même nos pizzas. On va en parler. Alors, qui les conçoit, qui les fabrique, qui les élève? On en parle tout de suite dans Business Models. Bonjour Philippe Goldman. Bonjour. Vous êtes le CEO de Pazzi, une société, on va en reparler longuement, qui fabrique grâce à un robot des pizzas, un nouveau concept de chaîne de restaurants. Mais on va commencer dans cette rubrique actualité par évoquer cette place de plus en plus grande qu'ont les robots dans nos vies. Rien qu'un exemple récent, j'imagine, que vous avez dû voir passer, ce robot qui ressemble à un chien, Boston Dynamics, et qui allait dans les parcs de Singapour pour dire aux gens « Attention, restez pas trop proches les uns des autres pendant le Covid ». Oui. Et c'est vrai, en fait, il y a depuis quelques années une place grandissante de la robotique dans nos, j'appelle ça dans nos villes. Aujourd'hui, la robotique a toujours existé. Tous les produits qu'on consomme aujourd'hui sont fabriqués par des robots, dans des usines en général, et c'est ce que j'appelle une robotique non visible. Et ce qui est très nouveau depuis quelques années, c'est qu'ils sortent des usines, là. Ils sortent et ils sont au contact, alors parfois en interaction, en fonction de ce qu'on voit. Oui, effectivement, la voiture autonome, ça va interagir avec son environnement, versus après d'autres types de robots qui soit collaborent avec l'humain, les robots chirurgiens par exemple, ou d'autres types de robots comme les nôtres qui sont qui vont permettre de fabriquer et de produire des produits, mais devant les clients. Et ça c'est très nouveau, ça. Oui, et c'est cette interface homme-machine finalement qui est le point sensible, parce qu'en effet, des choses automatisées, on monte dans un avion, il est piloté à 95% du temps par un algorithme, un robot. Oui, alors effectivement... Et ça inquiète personne finalement, alors qu'une voiture autonome, ça inquiète plus paradoxalement. Exactement, c'est le grand paradoxe, c'est... Une fois que ça devient visible, ça pose des questions. Alors après, il y a deux types de robots. Il y a ce qu'on appelle le robot par des algorithmes, des logiciels, etc. Puis il y a le robot mécanique en tant que tel, ce qui encore pose de nouvelles questions. Et effectivement, en fonction des pays, on va retrouver un rapport au robot qui va être très, très différent. Vous l'avez géré comment cette approche, parce que vous êtes en contact avec les clients? Quand on voit les robots par exemple de Boston Dynamics auxquels je faisais référence un peu plus haut, c'est des robots qui ont une allure très agressive, très martiale, qui font un peu peur, qui sortis d'un film de science-fiction. Oui. On imagine que c'est peut-être une stratégie de communication d'ailleurs. Alors, effectivement, on voit sur la planète des approches très, très différentes. On voit beaucoup en Asie, notamment en Asie du Nord, des robots quasi humanoïdes, qu'on peut voir dans les maisons de retraite, etc., ou parfois des robots au service, mais effectivement avec des visages parfois extrêmement proches de l'humain. Parfois des projets aux États-Unis avec des robots qui ont l'air beaucoup plus militaires et autres. Nous, on a souhaité dès le départ 2 points, c'est-à-dire que le robot soit divertissant, donc une approche assez décomplexée et plutôt sympathique, et en même temps que ça reste une machine. C'est-à-dire on ne voulait pas un robot pizzaiolo au sens de son visage, mais plutôt un robot qui soit finalement à la commande du client, et c'est le client qui agit et qui est le robot qui fait. Voilà. Donc on avait coutume de dire le chef conçoit les pizzas, les clients les commandent et le robot les fait. Voilà. Et qu'est-ce qui vous frappe dans cette évolution, dans notre actualité, et cette robotisation de notre vie, et notamment économique? Est-ce que vous qui êtes un spécialiste finalement de ce secteur, vous dites ça va vite, ça va pas assez vite, vous sentez un frein? Alors, il y a à la fois je pense que ça n'aurait pas été possible il y a quelques années, parce qu'effectivement, on est arrivé à un point de miniaturisation qui permet aujourd'hui de faire de la robotique sans créer des chaînes de production, en créant de la robotique totalement mobile, avec toute l'innovation sur les capteurs, etc., qui permettent de gérer un robot dans un espace. Donc toutes ces choses-là, elles n'auraient pas pu être faites avant. Maintenant, est-ce que ça va assez vite? C'est quand même des temps longs, parce qu'il y a le temps de développement. C'est pas que du logiciel. Il y a beaucoup d'aspects, encore une fois, physiques. Et voilà, donc il y a un temps de développement qui est plus long que dans d'autres industries. Et il y a aussi des questions de géographie. Il y a des populations qui seront peut-être plus rétives que d'autres à embrasser cette révolution robotique. Tout à fait.
on voit quand même beaucoup de projets plutôt en Asie ou aux États-Unis. En Asie, parce que culturellement, le rapport à la robotique est extrêmement décomplexé. Et on va dire aux États-Unis, on a un rapport à l'innovation, à la novation qui est très, très décomplexé. Et en Europe, on cérébralise. Comme souvent. Bon, on va parler de ce marché du robot tout de suite dans cette nouvelle séquence. Alors c'est une terre d'aventure pour les entrepreneurs, d'expérimentation. Il y a de plus en plus de start-up qui se lancent sur ce territoire de la robotisation. Et on va s'intéresser en particulier à celui de la food tech, c'est-à-dire votre terrain de jeu, celui de l'alimentaire. Là, on voit depuis quelques années des innovations. Alors, ça commence par le robot cuisinier, finalement, dans beaucoup de cuisines de ménage français, les robots cuiseurs. Oui, tout à fait. En fait, on a sur toute la chaîne, on a depuis très longtemps, d'ailleurs on l'appelait le Robomix, donc dans la cuisine. Et ce qui est en train de changer, c'est que la robotique est essentiellement là. Elle était bien sûr dans les usines pour fabriquer nos produits qu'on consomme tous les jours. Mais ce qui est très nouveau, c'est qu'elle commence à devenir très en amont au niveau de l'agriculture, où on a aujourd'hui des robots qui vont gérer un certain nombre de choses dans les champs. Et des tracteurs robotisés même. Et des tracteurs, sans conducteur. Exactement. Et on commence, et ce qui est très nouveau, à avoir des innovations dans la partie restauration. À la restauration, donc là, on revient un petit peu à la food tech qui était très, finalement, on voyait beaucoup de nouveautés dans le domaine du logiciel avec énormément de développement qui permettent à un restaurateur de mieux gérer son restaurant par la digitalisation des opérations. Ouais. Et là, en revanche, là, on voit arriver maintenant des robots qui vont exécuter des tâches. Ça peut être au service, ça peut être en cuisine. Après, en petit clin d'œil, si vous allez dans la cuisine d'un grand chef, il y a quelque part avec des robots partout, puisque son matériel est extrêmement pointu, extrêmement robotisé. Après, il y a beaucoup d'humains en même temps. Alors, j'avais vu un robot, moi, qui m'avait fasciné il y a quelques années aux États-Unis, qui sortait des burgers et qui avait fait un concours face à des chefs, des pros du burger américain, et qui était sorti premier, avec un jury indépendant qui avait dû faire un test à l'aveugle. Parce que l'argument était que le robot il est capable de cuire à la seconde près le steak, de couper les tranches de façon irréprochable. Et finalement, ça avait séduit les humains. Mmh. Effectivement, la robotique permet pas mal de choses, notamment la précision, en fait, la précision dans le dosage et la répétabilité. En fait, ce qui est très important et nous, en fait, ce qu'on a créé n'est pas pour la restauration classique, il est beaucoup plus pour la restauration rapide, qui est finalement très mécanisée dans ses gestes très taylorisée en fait. Et très taylorisée. Et c'est là où on vient nous. Finalement, cette taylorisation est quelque part un petit peu obsolète. Et l'automatisation va permettre d'apporter de la qualité et de la constance dans la qualité. Finalement, c'est ce qu'on a vu dans les usines qui s'adaptent aux cuisines. Exactement. Alors après, pas partout, ça ne peut pas se faire dans toutes les cuisines. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment séparer ce qu'on appelle la grande cuisine de la cuisine un petit peu mécanisée. Mais on pourrait imaginer qu'avec le progrès en matière d'intelligence artificielle et autres, on ingurgite tous les livres de grands chefs de la planète et on a un robot qui arriverait à faire des plats dignes de 3 étoiles. Alors, quelque part, certaines grandes marques revendiquent ça déjà dans votre cuisine. Où il y a des robots, vous mettez un certain nombre d'ingrédients, ils vous proposent déjà des recettes, ils font des choses. Donc ça existe quelque part. Après, à l'échelle d'un restaurant, à long terme, pourquoi pas, mais j'ai encore un petit peu de doute parce que là, effectivement, après, il y a comment ce robot s'intègre dans un flux, en fait. C'est l'intégration du robot dans le flux des commandes qui est un challenge. J'imagine que vous faites beaucoup d'études de marché pour voir quel est le potentiel de votre business. La restauration robotisée, ça va être un gros marché ? Nous, en fait, la robotisation n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est une meilleure restauration de qualité. Il y a une demande très forte des consommateurs aujourd'hui en restauration rapide d'avoir un meilleur produit, la malbouffe versus la bonne nourriture, une
une transparence d'où viennent les produits, ce qu'on mange dans son assiette, etc. Et d'un autre côté, il y a une difficulté de l'industrie à opérer, puisque c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'assurer les opérations d'un restaurant. Et la robotique vient aider ça, mais au final, ce qu'on fait, ce sont des restaurants. Ouais. Donc notre secteur, notre terrain de jeu, c'est la restauration rapide. Et là, c'est de la taille d'un marché qui est proche du trillion d'euros mondialement, quoi. Parce que l'ambition, à terme, c'est finalement de devenir aussi puissant que n'importe quelle chaîne de fast-food. Exactement. On se revendique pas comme des faiseurs de tech, on crée de la valeur, on crée une chaîne de restauration, on a une marque qui s'appelle Pazzi, qui veut dire fou en italien d'ailleurs, qui est un petit peu à l'image de nos ingés, et on met autant d'attention sur la partie technologique et autant d'attention sur le sourcing de nos ingrédients. Ouais. Mais à terme, comment est-ce que vous voyez les grandes chaînes réagir, les Pizza Hut ou les grandes chaînes de pizza? Est-ce qu'elles vont imiter votre modèle? Est-ce qu'il y aura un mix? Comment est-ce que vous les voyez évoluer? Elles vont être tous en recherche d'automatisation. C'est-à-dire l'automation elle a déjà lieu parce que c'est quoi l'automation? C'est essayer de répéter un certain nombre de tâches de façon très, très, très mécanique. Donc ils sont déjà dans ce sujet. Ils le font de façon différente. Mais évidemment, à terme, d'abord parce qu'il y a une problématique qu'il faut évoquer, c'est la problématique de l'emploi. C'est extrêmement compliqué de recruter. Rien qu'en France, il manque 130 000 emplois en restauration et hôtellerie. C'est ça le paradoxe, finalement. De notre pays, avec d'un côté du chômage et de l'autre côté des emplois qui sont non pourvus. Non pourvus, parce que à la fois, c'est des tâches qui sont assez difficiles. D'un autre côté, la restauration rapide souvent est en ville, et en ville, les loyers sont très chers, donc ça demande aux gens finalement d'habiter. Parfois, ils n'ont pas la capacité d'habiter à côté des restaurants pour y travailler. Donc tout ça crée une équation qui est compliquée. Et c'est ça que résout Pazzi. Exactement, entre autres. Notamment. On va parler de Pazzi justement maintenant. Alors Pazzi, c'est le nom de cette chaîne qui démarre. C'est une aventure qui a commencé il y a quelques années. On va voir quelques images. Vous nous avez apporté des images qui montrent le concept. Et vous avez en effet pris le parti de tout montrer, d'être transparent. On voit le robot à travers des vitres. Il y a un premier restaurant à Marne-la-Vallée. Vous auriez pu le cacher en arrière-cuisine. Oui, alors ça... Les deux cofondateurs, Cyril et Sébastien, quand ils ont créé dans le garage, ils ont démarré leur aventure en 2012. En fait, d'une expérience simple, la satisfaction d'une expérience de restauration rapide, pas souvent ouvert, on mange mal, la photo, c'est pas ce qu'on a dans son assiette. Et ils maîtrisaient un peu la robotique, sortis de leurs études. On a vu le bras, ça ressemble à ça, c'est le bras du robot. Ça, c'est un chef traditionnel qui a appris finalement les gestes au robot. Exactement. Et donc, quand Sébastien et Cyril sont enfermés dans le garage, ils se sont dit, mais il faut que cette robotique soit visible. Il faut l'assumer, il faut que... Et puis c'est beau, c'est un ballet finalement, il y a une espèce de chorégraphie. Notamment parce que dans la restauration, à la fois que ce soit la restauration italienne, c'est une restauration de ballet. C'est-à-dire que vous avez le pizzaiolo qui est présent. Qui fait danser la pâte. Exactement. Donc il fallait retrouver ces codes et se dire finalement, si on veut un rapport empathique et connecté avec nos clients, donner de l'émotion, il fallait rendre cette robotique visible. Et pour la rendre visible, il fallait non seulement la montrer, mais aussi travailler des gestes qui soient intrigants, intéressants, lents. C'est-à-dire qu'il y avait des gestes qui auraient pu être peut-être plus efficaces, mais que vous avez voulu rendre plus chorégraphiés? Tout simplement, le dépôt d'une sauce tomate aurait pu tomber d'un tuyau et on a pris une louche et on a étalé avec une louche. Pour reproduire, justement, pour humaniser finalement ce robot? Quelque part, donner ce côté émotionnel. Au lieu de l'humaniser, je parle plutôt d'émotion qu'on crée. Et il y a une forme de souhait de délicatesse, en fait. C'est un petit peu... une antithèse de la restauration rapide qui cherche à maximiser ses gestes. Nous, on y va doucement. On a un processus, on fait une pizza en 5 minutes. Après, chaque pizza sort toutes les 45 secondes, ce qui nous permet d'être très productif parce qu'en fait, le robot, il enchaîne les gestes, ce qui fait une sorte de chorégraphie qui est assez jolie à voir, puisqu'il va découper sa pizza, il va la mettre au four, il va la déplacer, et on cherche justement à ne pas faire des gestes trop rapides. Et vous êtes attaqué à la pizza parce que c'est un gros marché ou parce que finalement, ça se prête bien à la robotisation? Plutôt gros marché, parce que d'abord, on avait souhait d'un projet dès le départ très populaire. Donc il fallait un projet qui touche le maximum de gens. On n'avait pas une vision élitiste de notre quotidien. Et donc la pizza, c'est un des produits les plus mangés, troisième produit le plus mangé après le sandwich et le burger en France. Et on retrouve un peu ce même sujet à peu près ce même classement dans tous les pays.
Et donc la pizza était essentielle. En revanche, c'est dur, parce que la pizza, c'est de la pâte. La pâte, c'est un organisme vivant qui bouge constamment. Et la maîtrise mécanique d'un quelque chose de très organique est pas simple. Donc on s'est attaqué à un petit Everest. D'accord. D'où 7 ans de recherche. Ah oui, quand même. Oui, de 2012 dans le garage. Et le Avant de robot était sortir prêt en la 2019. première pizza mangeable. Alors, dans les essais en 2017, il y avait des premières pizzas qui sortaient, mais opérables, 2019. Et c'est au point maintenant, parce que bon, c'est le premier restaurant qui est ouvert à Marne-la-Vallée. Est-ce que maintenant tout roule et vous pourriez appuyer sur le bouton pour en ouvrir une centaine, ou il y a encore du fine-tuning? Alors, ça fonctionne très bien. On opère 7 jours sur 7, midi et soir, donc c'est un formidable succès. Et on ne s'est jamais arrêté. Donc après, vous parlez à une tribu d'ingénieurs, donc le fine-tuning, il y en a toujours. Oui, ils peuvent. Combien de recettes sont possibles, je crois? 5 millions. Une variété incroyable. Oui, c'est une variété qui est incroyable et surtout une capacité à les exécuter. C'est-à-dire que les clients pourront demain créer leur propre pizza et l'avoir 5 minutes après, ce qui est formidable. Donc je peux personnaliser. Là, je vais très loin dans la personnalisation. Et ça marche comment? Comment est-ce que le public a accueilli finalement cette robotisation? On disait que parfois l'enjeu c'était l'interface, la relation entre le robot, la machine et l'homme. Comment ça s'est passé? Le sujet qu'on a, c'est qu'on a autant de gens qui mangent en salle que de gens qui sont collés à la vitre pour regarder le robot. Donc on ne peut plus voir le robot. Exactement. Donc on attire énormément de familles. Énormément d'enfants, c'est assez incroyable la fascination qu'ont les enfants. On se retrouve un petit peu face à des robots à la Villette, vous voyez, à la Cité des Sciences. Il y a une fascination à regarder ces mouvements, ce balai, et des gens. Et quand je dis des enfants, c'est aussi des adultes avec leurs âmes d'enfants qui regardent de façon très émerveillée le processus se faire. Et voilà, il y a eu un accueil. Après, la vérité, elle est dans l'assiette. La curiosité, elle est dans le robot. La vérité est dans l'assiette, en fait. Donc, c'est que parce qu'on a fait un travail très important sur la pâte et sur les ingrédients qu'on met dans la pizza qui font que les gens mangent et sont contents de leur expérience. Et ça, c'est un point important. En effet, vous avez une stratégie qui est de faire du fast-food. Et finalement, l'économie que vous faites quelque part avec le robot, vous ne la faites pas sur les ingrédients. On peut s'y retrouver avec les ingrédients. C'est ça la philosophie? Exactement. Ce qu'on appelle, nous, c'est la tech for good food. C'est-à-dire comment la technologie peut donner des conditions qui permettent, nous, d'assumer une vision et un engagement très fort sur la filière, avec du bio, avec de la pêche durable, des AOP, une qualité de pâte qui est exceptionnelle. Ce qui fait que la pizza n'est pas moins chère parce qu'elle est fabriquée par un robot au final. Non, et si même vous regardez par rapport aux produits, on a des pizzas avec que des légumes, 100% de légumes bio, à moins de 10 €, vous voyez, c'est pas très cher. Et un business model, c'est le nom de l'émission, la façon dont vous gagnez de l'argent, qui va fonctionner comment? C'est un business assez classique quasi proche de la franchise, on appelle ça de la concession, mais c'est des redevances, un achat d'équipement et un sourcing sur nos produits, auprès des concessionnaires qui se sourcent chez nous sur la pâte et les ingrédients. D'accord. Alors, un modèle un peu à la Nespresso, on pourrait dire, c'est-à-dire que vous installez une machine et après on achète on s'abonne pour avoir des capsules quelque part. Exactement. Et en fait, effectivement, il n'y a pas de gain fondamental sur l'équipement. Mais ça veut dire que vous allez aller verticaliser un peu la production, produire vos tomates, par exemple, vos poivrons. À ce stade, on tisse plutôt des partenariats avec des coopératives qui sont des partenariats forts. L'agriculture, c'est un vrai métier et c'est pas. Et voilà, il ne faut pas, je pense, courir plusieurs lièvres à la fois. Et l'idée est plutôt d'avoir des partenariats durables, comme ce qu'on a depuis nos essais avec des moulins, les moulins familiaux qui sont en France, sur lesquels on a une vraie relation de confiance, et des coopératives qui sont en Italie sur la partie légumes. Ça fait combien de temps que le restaurant à Marne-la-Vallée Mi-novembre. Mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Et l'ambition, donc, c'est de grandir à quel rythme maintenant? D'en ouvrir combien cette année, par exemple? Alors, entre fin d'année et l'année prochaine, on aura une dizaine, et après d'accélérer. Vous avez déjà les prochains points de vente? Oui, ils seront en Île-de-France. Voilà. Et Paris, c'est pour quand? Paris en fait partie. Paris en fait partie. Ouais. C'est dans l'Île-de-France. Voilà, exactement. Est-ce que le Covid vous sert finalement? Parce qu'on imagine que dans un monde où les enjeux sanitaires sont plus importants, avoir un robot qui fait la pizza plutôt qu'un pizzaiolo, il peut y avoir aussi une dimension sanitaire intéressante. Alors vous avez raison, effectivement, ça a un effet d'accélérateur, de focus qui est très, très important. On aime à dire qu'on fait la première pizza sans contact, puisque quelque part, vous pouvez commander à travers votre smartphone, donc sans toucher de borne ou quoi que ce soit.
il y a une pizza qui est faite dans un univers extrêmement fermé, sans contact finalement humain. Et après, vous collectez votre pizza de façon très autonome avec un QR code, une vitre qui s'ouvre, vous prenez votre carton à pizza et vous êtes parti. Donc il y a ce parcours client qui est extrêmement, avec des standards d'hygiène extrêmement forts. Est-ce qu'elle sera livrée par un petit robot qui pourra me la livrer à terme, un robot autonome ? À terme, pourquoi pas, des drones. Enfin, il y a énormément de projets sur les sujets. Aujourd'hui, on est plutôt... Mais c'est pas votre sujet, c'est la livraison. Non, on aura plutôt un sujet de se connecter, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On se connecte à des plateformes de livraison et les gens peuvent, autour du Val d'Europe où on se retrouve, se faire livrer une pizza de chez Pazzi. Il y a des concurrents qui sont sur ce marché, qui font la même chose ? Même, strictement la même chose, non. Alors, surtout en Europe, non. Et il y a quelques concurrents, mais sur plutôt, on va dire, Asie et Amérique. D'accord. Et qui ont une ambition de créer des chaînes, pareil, robotisées de pizza ? Un peu moins, parce que c'est vrai que c'est un projet qui, au départ, demande un savoir-faire et un focus très technologique. Donc, on a plutôt des gens qui viennent de la tech au départ. Et nous, le parti pris de la marque, de créer de la création de valeur et par la marque est un peu différent. Ce sera plutôt des grands acteurs du fast-food qui pourraient s'intéresser finalement à votre technologie. Oui. Et vous imaginez d'autres produits, d'autres gammes alimentaires que la pizza ? On parlait du hamburger, du hot dog, que sais-je, des donuts. À la pizza, on va rajouter ce qu'on appelle les produits d'accompagnement, mais qui seront plutôt en service, plutôt que faits par le robot. Après, aller travailler d'autres produits, honnêtement, on a déjà un marché de la pizza qui est gigantesque. On a plein de pays à conquérir, donc honnêtement, voilà, on a de quoi faire. Vous avez assez dans votre assiette, comme on dit. Exactement. Bon, on va parler maintenant de vous en tant qu'entrepreneur. Oui. Alors Philippe Goldman, vous n'êtes pas le fondateur, il y a 2 cofondateurs des ingénieurs qui sont à l'origine de Pazzi, mais malgré tout, vous avez rejoint cette aventure entrepreneuriale et à ce titre, vous êtes un entrepreneur également en tant que président de Pazzi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure ? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais faire confiance à ces jeunes talents techniques ? C'est un coup de cœur d'abord. C'était extrêmement émotionnel. Vous aimiez la pizza ? Alors, étonnamment, au départ, j'avais un rapport, on me disait robot et pizza, c'est ce qu'elle dit, non, c'est pas compatible, etc. Mais à la fois, l'idée de participer à un projet qui était radicalement une innovation, mais dans une industrie, était une aventure humaine incroyable. Et effectivement, il y avait aussi la gentillesse et le savoir-faire des 2 ingénieurs qui m'ont conquis. Mais au départ, c'est de basculer dans se dire, pouvoir contribuer à quelque chose de nouveau, extrêmement innovant, c'est absolument fantastique. Vous aviez déjà entrepris auparavant ? J'avais commencé à entreprendre en sortie d'école pendant quelques années. Et après, j'ai pu faire mes armes chez L'Oréal pendant de nombreuses années avant de rejoindre cette aventure. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est entrepreneur et qu'on a la capacité finalement à se jeter à l'eau ? Ce qu'on veut faire, en fait. On a envie de faire soi-même, on a envie que ça avance, on veut mener son destin. En fait, je pense que c'est mener son destin qui est important. Et là, qu'est-ce qui vous freine le plus dans cette conduite de votre destin ? Rien. Là, c'est à fond. Oui, c'est incroyable. Après, les difficultés, il y en a, et le quotidien n'est jamais facile. Ouais. C'est un quotidien très émotionnel, parce que chaque petite mauvaise nouvelle prend des dimensions très fortes, et chaque grande nouvelle a des dimensions... c'est les montagnes russes en permanence. C'est montagnes russes, c'est pas... Mais sinon, c'est incroyable. Alors, cette émission, je le rappelais, s'appelle Business Models. C'est un jeu de mots. Un business model, c'est le modèle d'affaires, mais c'est aussi les modèles qui peuvent vous inspirer, comme les top modèles. Il y a des business models. Est-ce que vous en avez, vous, des business models ? Alors, des business models... C'est assez amusant. En fait, je me suis beaucoup plus inspiré ces derniers temps de philosophes, et notamment de Michel Serres. Oui, ce sont des modèles aussi. Voilà, et qui a beaucoup travaillé et écrit sur les inventeurs. Et en fait, on a vraiment développé dans l'entreprise cette culture de l'invention. Qu'est-ce que vous, par exemple, un enseignement que vous avez tiré de Michel Serres ? Être inventeur, c'est autre chose que d'être ingénieur. Et être inventeur, c'est vraiment faire le choix de bifurquer, en fait. Et il y a beaucoup d'écrits sur Michel Serres sur ce sujet de la bifurcation, prendre un pas de côté pour pouvoir justement voir le monde différemment et créer son destin, en fait, créer sa vie. Et alors, faire un pas de côté, ça ne veut pas toujours dire une entreprise à succès. Donc c'est aussi peut-être on peut inventer des choses fantastiques qui n'auront pas de marché, pas de clients. Oui.
Oui, alors effectivement, c'est un savant dosage d'essayer de se retrouver, que ce pas de côté, ce qu'on crée, se trouve son marché. Mais la passion, l'énergie qu'on y met fait qu'on parfois on franchit pas mal de montagnes. Et vous avez l'impression de continuer chaque jour à faire des pas de côté, ou le pas de côté il a été franchi au tout début et puis finalement maintenant il faut juste tracer sa route? Ah, vous avez raison, le grand pas de côté a quand même été fait au début, on trace sa route, mais à un moment donné, il faudra refaire un autre pas de côté, c'est certain. Qui sera quoi? Il faudra se remettre en cause. C'est-à-dire qu'à la fois, le monde aura changé, le monde évolue, j'ai envie de dire, encore plus vite que nous. C'est ça qui est absolument incroyable. Et suivre cette évolution est c'est parfois pas évidente. Mais à un moment donné, oui, il faut savoir se remettre en cause et refaire un deuxième pas de côté. Votre rêve, en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi à horizon 5 ans? Échanger l'histoire de la restauration rapide. Devenir le Ronald McDonald's Voilà, exactement. de la pizza. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Longue vie à Pazzi. On était heureux de vous recevoir. Merci Philippe Goldman. Merci. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.